Les services secrets états-uniens sont souvent dépeints dans les médias comme des agents exemplaires, prêts à tout pour protéger ceux qu'ils doivent défendre, notamment les présidents des États-Unis. Cependant, les événements du 13 juillet ont révélé une réalité bien différente, marquant un des moments les plus embarrassants de l'histoire de cette agence. Ce jour-là, une tentative d'assassinat sur l'ancien président Donald Trump a failli réussir, rappelant les tragédies qui ont coûté la vie à d'autres figures emblématiques comme Abraham Lincoln, James Garfield, William McKinley et John Fitzgerald Kennedy. Même Ronald Reagan, bien qu'il ait survécu, avait été grièvement blessé lors d'une tentative d'assassinat sur sa personne. Si Trump est toujours en vie aujourd'hui, c'est pas grâce à l'intervention des services secrets, plutôt du fait d'une série de circonstances fortuites. Qu'il s'agisse d'un miracle, de la chance ou du destin, il est évident que la réputation de cette agence a pris un sérieux coup. La fusillade de Trump constitue l'échec le plus retentissant des services secrets depuis des décennies. Le ciblage de l'ancien président marque peut-être la plus grande crise de sécurité pour l'agence depuis que Reagan a été abattu en 1981. Secret Service's solemn mission is to protect our nation's leaders. On July 13th, we failed. As a director of the United States Secret Service, I take full responsibility for any security lapse of our agency. Kimberly, c'est pas surprenant que tu aies cette impression. La sécurité de Trump le 13 juillet ressemblait plus à celle d'une équipe de novices qu'à celle de la première puissance mondiale. Les images de cette journée sont pour le moins accablantes. Et c'est pas plus mal que certains des membres du service de sécurité aient déjà rendu leur démission. Actuellement, une enquête est en cours pour comprendre ce qu'il s'est passé ce jour-là. Mais pour l'instant, elle mène nulle part, laissant penser qu'elle pourrait aboutir à une impasse. Mais soyons honnêtes 2 secondes. Peut-on vraiment laisser un incident aussi grave sans réponse? Et je parle pas de l'interdiction des armes à feu aux États-Unis, ça ne va jamais passer. On parle ici d'une tentative d'assassinat contre un ancien président dans un pays possédant 5500 ogives nucléaires et la plus puissante armée du monde. Comment est-ce qu'un loup solitaire a pu déjouer toutes les mesures de sécurité mises en place? Comment a-t-il pu tirer autant de coups de feu avant d'être détecté? Est-ce qu'on fait face à de simples erreurs de sécurité ou à un plan sophistiqué qui a échoué de peu? Les gars, une chose est certaine, avec le recul, cet incident soulève bien plus de questions qu'il n'apporte de réponses. Et le pire, c'est que ça pourrait très bien se reproduire. Alors, sors ta loupe et ta casquette de détective, il est temps de plonger dans cette affaire pour tenter de démêler les mystères qui l'entourent. Mais avant de se lancer, je t'invite à t'abonner, à liker et à partager. Et si tu veux taper la discute, tu peux nous écrire un commentaire ou envoyer un DM sur Insta. Et puis si tu veux participer à l'aventure Diplometrix, je te laisse un lien pour notre plateforme de financement participatif dans la description. Allez, c'est parti. La guerre en Ukraine, le conflit israélo-palestinien, les tensions en mer de Chine méridionale, on vous en parle depuis un certain temps sur Diplo. Mais la situation mondiale actuelle n'est pas seulement complexe. Elle sous-entend aussi des crises qui se chevauchent et des tensions qui montent. Et puis, un jour, comme ça au beau milieu de nulle part, le chaos. Un jeune homme surgit, déclenche un séisme mondial et semble prêt à bouleverser le cours de l'histoire. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Comment un seul individu peut-il avoir un tel impact sur le monde? On va regarder ça tout de suite. Thomas Matthew Crooks, 20 ans, sans antécédents notables, est au centre d'une enquête qui soulève de nombreuses questions. Ce jeune homme, qui travaillait comme assistant dans une maison de retraite, aurait été victime d'intimidation selon certains de ses camarades de classe. Pourtant, d'autres démentent cette affirmation, ce qui ajoute déjà une première contradiction dans son profil. Là où les choses deviennent encore plus étranges, c'est que Crooks avait été rejeté du groupe de tir de son école parce qu'il n'était pas un très bon tireur. Comment alors expliquer son tir presque parfait lors de l'attaque contre Trump? Même s'il a raté sa cible de 3 cm, il s'en est fallu de vraiment très peu pour que Trump devienne un autre nom sur la longue liste des présidents états-uniens assassinés. Et ce tir, réalisé à 150 mètres, nécessitait une précision exceptionnel, ce qui correspond pas vraiment à son supposé manque de compétences. Et c'est pas fini. Au-delà de ses compétences de tir soudainement acquises, sa vision politique est également trouble et suscite de nouvelles questions. Crooks semble être un personnage dont les motivations et les capacités réelles ne collent pas vraiment avec ce que l'on savait de lui auparavant. Le FBI a fouillé les biens de Monsieur Crooks depuis la fusillade de samedi, y compris 2 téléphones et au moins
un ordinateur portable à la recherche d'indices sur ses motivations. Jusqu'à présent, ils n'ont trouvé aucune indication que M. Crooks, qui était enregistré en tant que républicain, avait de fortes opinions politiques partisanes d'une manière ou d'une autre. Même après avoir fouillé la maison de Matthew Crooks, qu'il partageait avec ses parents, les enquêteurs n'ont trouvé aucune information politique ou idéologique pertinente. Son téléphone portable n'a pas non plus révélé de traces d'engagement politique ou de motivation claire pour une attaque de cette ampleur. Ce qui ajoute encore plus à la confusion, c'est que bien que Matthew soit inscrit comme électeur républicain, il a fait un don de 15 $ en juin 2021 à un comité d'action politique soutenant les démocrates. Cette contradiction entre son inscription politique et ses actions ajoute une nouvelle couche de mystère à son profil, rendant encore plus difficile la compréhension de ses véritables motivations. C'est effectivement étrange qu'un jeune homme de 20 ans, sans passé notable et sans engagement politique clair, ait pu approcher suffisamment près de l'ancien président Trump pour tenter de l'assassiner. Ce qui est encore plus déconcertant, c'est la réaction des services secrets, ou plutôt l'absence de réaction. Le jour de l'attaque, plusieurs signaux d'alerte auraient dû être pris au sérieux. Crooks utilisant un télémètre, des spectateurs le voyant en position de tireur d'élite et un policier abattu lorsqu'il a tenté de vérifier la situation sur le toit. Malgré ces signaux, rien n'a été fait pour empêcher Crooks d'agir. Ça soulève pas mal de questions, notamment sur la compétence des services secrets ce jour-là. Comment une telle négligence a-t-elle pu se produire face à une menace si évidente? Était-ce simplement un travail bâclé ou y a-t-il quelque chose de plus sinistre en jeu? Certains, notamment dans les cercles les plus fanatiques du Trumpisme, n'hésitent pas à suggérer l'idée d'un complot. Cette hypothèse semble difficile à croire, mais les incohérences de l'affaire, comme le fait que Crooks ait été repéré à plusieurs reprises sans qu'aucune mesure ne soit prise, alimentent ces spéculations. Les services secrets étaient censés surveiller de près une situation aussi suspecte. Alors pourquoi est-ce qu'ils n'ont rien fait? The people there knew that there was a danger, they knew there was a threat to President Trump, and it was allowed to happen. Was there a stand-down order, Ms. Cheadle? Was there a conspiracy to kill President Trump? Absolutely not. Le manque d'informations divulguées par les services secrets concernant l'incident est pour le moins troublant. Leur apparente confusion et incompétence dans cette affaire ont ouvert la porte à toutes sortes de théories du complot. Que ce soit un complot bien orchestré ou simplement une série d'erreurs incroyables, un simple mouvement de tête semble avoir sauvé Trump d'une mort certaine, pour laquelle personne n'a encore trouvé d'explication convaincante. Il est étrange qu'un jeune homme comme Crooks, sans antécédent politique ni affiliation à un groupe radical, soit derrière cette tentative d'assassinat. En tout cas, seul. Avec un profil aussi peu commun, il est difficile de croire que cela se limite à un acte isolé. Ce manque de clarté soulève une question de plus en plus persistante. Le Deep State pourrait-il être impliqué? Ça peut sembler tiré par les cheveux, mais dans un pays comme les États-Unis, où des agences comme la CIA, la NSA et le FBI opèrent souvent avec un degré d'autonomie surprenant, et c'est le moins qu'on puisse dire, il n'est pas inconcevable de se demander si une de ces organisations aurait pu voir Trump comme une menace pour la sécurité nationale et chercher à l'éliminer. À l'époque, Biden était encore en lice pour la présidence, et Trump menait dans les sondages. Alors, pourrait-on parler de complot? Pour le savoir, il faut examiner de plus près les services secrets et comprendre leur fonctionnement. Il est essentiel de poser les bonnes questions et de chercher les réponses pour éclaircir cette affaire mystérieuse. Des négligences répétées. Les services secrets états-uniens ont été fondés en 1865 par Abraham Lincoln, ironiquement peu avant son propre assassinat tragique. À l'origine, cette agence avait pour mission de lutter contre la contrefaçon de monnaie et de documents publics. Mais au cours du XXe siècle, leur mission s'est élargie pour inclure la protection des présidents et autres dirigeants du pays. Depuis lors, les services secrets sont devenus l'un des organismes les plus emblématiques et fascinants, souvent représentés dans les films et séries d'Hollywood, et pourtant malgré leur réputation, leurs résultats n'ont pas toujours été à la hauteur. De Kennedy à Reagan, plusieurs présidents ont été abattus ou ciblés, et on ne parle même pas des candidats. Il est clair qu'un examen approfondi de leur efficacité et de leur méthode s'impose. Pour comprendre comment les services secrets états-uniens protègent les présidents et les candidats, il est essentiel de se pencher sur leur méthode de travail. Leur système de protection repose sur une série de cercles de sécurité, un peu comme des anneaux concentriques autour de la personne qu'ils protègent. Le premier cercle
le plus proche du leader politique, est composé d'agents des services secrets eux-mêmes. Ces agents sont chargés de la protection directe, en restant constamment à proximité du président ou du candidat. Ils sont le dernier rempart, ceux qui réagissent instantanément en cas de menace. Autour de ce premier cercle se forment d'autres niveaux de sécurité, souvent composés d'agents supplémentaires, des services secrets et des forces de police locales. Ces unités veillent à la sécurité des environs, surveillant les menaces potentielles et bloquant les accès non autorisés. Ces cercles de sécurité sont conçus pour détecter et neutraliser les menaces avant qu'elles n'atteignent le centre où se trouve le leader. En théorie, ce système est presque infaillible, mais comme on l'a vu, il n'est pas exempt de failles. Les services secrets états-uniens sont chargés de l'entourage direct de l'ancien président, assurant sa protection dans tous les scénarios. Ce sont eux qui sont en contact étroit avec Trump, formant le premier cercle de sécurité. Dans le deuxième cercle, on trouve les forces de sécurité locales, telles que la police départementale, qui travaillent en coordination avec les services secrets pour sécuriser l'espace entre la foule et Trump. Leur mission est de maintenir une distance sûre entre le public et la cible. Enfin, le cercle le plus éloigné est également constitué de forces locales. Leur tâche est de contrôler les accès et sorties du site, patrouiller la zone et garantir l'intégrité du périmètre de sécurité, toujours sous la supervision des services secrets. Ce dispositif montre à quel point les services secrets sont censés tout superviser, ce qui rend leur échec inexplicable. Malgré leur expérience et leur expertise, ils ont rapidement blâmé les forces locales pour les événements du 13 juillet, affirmant que la police avait failli à sa mission. Mais cette accusation semble surtout une manière de détourner l'attention de leurs propres responsabilités. Les services secrets avaient conçu et supervisé l'opération en définissant la taille du périmètre de sécurité et les priorités à protéger. Les experts en sécurité pointent ici une première erreur. Le périmètre de sécurité établi était trop petit, laissant des failles exploitables. Le tireur se trouvait à seulement 120 mètres de Trump, positionné sur un toit en pente directement en face du podium où l'ancien président devait s'exprimer. Ça lui offrait une ligne de tir parfaite. Bien que les services secrets aient ordonné une fouille du bâtiment, ils n'ont pas jugé nécessaire de vérifier le toit, pourtant le seul point élevé présentant un risque évident. La situation était si évidente que plusieurs participants à l'événement ont repéré le tireur et ont tenté de prévenir les forces locales avant qu'il ne passe à l'action. Il est d'ailleurs apparu que ce même toit avait initialement été identifié par les services secrets comme un emplacement stratégique pour placer leur propre tireur d'élite. Alors pourquoi n'ont-ils finalement pas utilisé cet emplacement? La réponse officielle du directeur des services secrets a été déconcertante. Nous ne voulions pas mettre un agent sur un toit en pente. Par contre, il est maintenant clair que les services secrets manquaient cruellement de personnel pour sécuriser correctement cet événement. Bill Gage, un ancien agent des services secrets, a confié à The Economist qu'un événement de cette envergure aurait dû mobiliser beaucoup plus d'équipes de tireurs d'élite. Les services secrets n'avaient même pas la moitié des effectifs nécessaires, au point que le procureur a dû mobiliser 4 équipes de snipers supplémentaires pour assurer la sécurité de Trump, un candidat à la présidence en pleine campagne électorale. Les forces locales avaient également averti les services secrets de la nécessité de sécuriser le toit. Ces affirmations proviennent des déclarations d'un policier local de Butler enregistrées par sa caméra corporelle juste après la fusillade. Je leur ai dit putain qu'ils devaient mettre des gars ici, sur le toit. Je leur ai dit le putain de mardi. J'ai parlé aux gars des services secrets, ils ont dit ouais, pas de problème, on va mettre des gars ici. Transcription de la caméra corporelle d'un policier de Butler. Sauf qu'ils ne l'ont jamais fait. Tout juste 10 minutes après l'attaque, un autre officier a déclaré qu'il ne captait rien. Il pensait même que c'était un des leurs qui avait tiré depuis le toit. Je pensais que tu étais sur le toit. Je pensais que c'était toi. Je pensais que c'était toi. Pourquoi on n'était pas sur le toit? Pourquoi on n'y était pas? Transcription de la caméra corporelle d'un policier de Butler. Les services secrets ont avancé une excuse étonnante pour justifier l'absence d'agents sur le toit. Il faisait trop chaud ce jour-là. Mais c'est pas fini, hein. Non seulement ils n'ont pas posté d'agents sur le toit, mais ils n'ont pas non plus scellé les entrées, installé des caméras de surveillance, utilisé des drones ou pris d'autres mesures de sécurité qui auraient été essentielles pour un événement d'une telle envergure. Le dispositif de sécurité, la répartition des agents et la couverture de la zone étaient insuffisantes dès le départ. Cela soulève une question cruciale. Comment une agence aussi expérimentée que les services secrets pouvait-elle manquer autant de personnel pour un événement aussi critique? Certains ont avancé que les services secrets auraient été submergés par un autre événement auquel participait Jill Biden, la première dame, à Pittsburgh le même jour. Mais cette coïncidence semble suspecte. Les planificateurs de l'événement et les potentiels assaillants ne pouvaient pas ignorer que les campagnes électorales allaient se rencontrer sur le terrain. Et Trump
en tant qu'ancien président et candidat, nécessitait forcément une protection renforcée. En plus, la campagne républicaine a souligné que ces derniers mois, les services secrets ont refusé de prolonger la protection de Trump, même après avoir reçu des menaces spécifiques, notamment de la part de certains acteurs étatiques comme l'Iran. Une question se pose donc naturellement. Les services secrets ont-ils été délibérément négligents ou s'agit-il d'une série de coïncidences malheureuses qui ont conduit à une faille de sécurité majeure ? L'Iran dénonce les allégations de complot pour assassiner Trump. Les médias états-uniens affirment que le plan iranien visant à cibler le candidat républicain à la présidentielle n'a aucun rapport avec l'attaque en Pennsylvanie. Du coup, c'était vraiment un manque d'efficacité ou c'était intentionnel? La force de sécurité la plus sophistiquée est-elle si nulle que ça? Chapitre suivant. Le cercle proche. Dans cette situation, Trump a choisi de ne pas accuser directement ses opposants politiques de l'attaque, bien que certains de ses partisans les plus fervents aient laissé entendre cette possibilité. Certains affirment même que des éléments radicalisés du camp démocrate pourraient être derrière cet attentat, mais il est crucial de ne pas tirer de conclusions hâtives. En réalité, l'identité du véritable coupable reste un mystère, ce qui alimente la spéculation. Kimberly Cheatle, l'ancienne directrice des services secrets, a été démise de ses fonctions et a ensuite été convoquée devant le Congrès pour répondre à un interrogatoire intense mené par des républicains et des démocrates. Alors, que pouvons-nous tirer de cette audition? La réponse pourrait révéler des informations cruciales sur les failles de sécurité qui ont permis cette attaque, mais également sur les responsabilités des différents partis impliqués dans la protection de Trump ce jour-là. How can a 20-year-old with his father's AR-15 assault weapon climb onto a roof with a direct 150-yard line of sight to the speaker's podium without the Secret Service or local police stopping him? So again, sir, I will say we are 9 days out from this event, and I would like to know those answers as well. L'ancienne directrice des services secrets, Kimberly Cheatle, a affirmé devant le Congrès qu'elle partageait les mêmes questions que le public au sujet de l'attaque, malgré le fait qu'elle disposait à l'époque de toutes les informations disponibles. Selon elle, Thomas Matthew Crooks, l'assaillant, avait été identifié comme une personne suspecte avant que Trump ne prenne la parole en raison de son télémètre de golf, mais pas comme une menace confirmée. Cette distinction a permis à Crooks de ne pas être neutralisé, permettant ainsi à Trump de monter sur scène. Il est incompréhensible qu'un étranger muni d'un télémètre positionné sur un toit à moins de 150 mètres du président ne soit pas considéré comme une menace. Cette justification semble absurde et Cheatle semble sous-estimer l'intelligence de ceux qui posent des questions légitimes. Les services secrets sont une agence bien plus massive aujourd'hui qu'il y a 60 ans, avec 8000 agents et un budget de 3 milliards de dollars annuels. Pourtant, malgré ces ressources, ils n'ont pas été capables de sécuriser correctement les environs d'un ancien président en pleine campagne électorale. Cheatle a même suggéré que l'échec de la mission était dû à un manque de personnel préconisant l'ajout de 1500 employés supplémentaires. Cette explication semble difficile à avaler. Comment justifier que Crooks ait été traité comme un simple suspect plutôt que comme une véritable menace? Pourquoi un toit si proche du candidat à la présidentielle et ancien président, offrant une vue parfaite pour un tireur, n'a pas été couvert? Pourquoi l'anneau de sécurité était-il si restreint? Et comment expliquer que parmi les 8000 employés de l'agence, ceux présents à cet événement aient manqué de professionnalisme au point de ne pas pouvoir gérer correctement leurs armes? Cette situation est tellement absurde qu'il est difficile de croire que tout cela soit entièrement accidentel. Soyons clairs, je dis pas que c'est pas le cas, mais c'est quand même légitime de douter. Pour renforcer ces doutes, une vidéo récemment diffusée sur Fox News montre clairement le tireur en train de courir sur le toit juste avant l'attaque. Comment est-ce que ça a pu échapper aux agents sur le terrain spécialement formés pour détecter et neutraliser ce genre de menaces? Et quelques secondes plus tard, 2 agents des services secrets, postés à côté de Trump, ont aperçu Crooks sur le toit. Ils se sont retournés juste à l'instant où il est apparu et ils ont mis la main sur leurs armes, visiblement sur le qui-vive. Ça s'est produit quelques minutes seulement avant que les premiers coups de feu ne retentissent. Alors, est-ce qu'ils savaient ce qui allait se passer? Ont-ils réellement vu Crooks? Si oui, alors pourquoi ils n'ont pas réagi immédiatement pour neutraliser la menace? L'ont-ils permis d'une manière ou d'une autre? Ce sont des questions troublantes, et même Trump lui-même se les pose. Il y avait un manque de coordination. Souvent il disait « Monsieur, pourriez-vous attendre 10 minutes s'il vous plaît? Monsieur, pourriez-vous attendre 20 minutes? Il y a un orage au-dessus et des éclairs ou quelque chose du genre. Tu captes? Et ça arrive souvent. Et ça aurait été le moment idéal pour que ça se produise. Mais il n'y a pas eu de coordination.
Il était là le problème. Le nouveau directeur par intérim des services secrets, Ronald Rowe, a récemment admis que l'échec de la protection de Trump était dû à un manque d'imagination, une incapacité à anticiper le danger et à remettre en question leur propre fonctionnement. Cette déclaration mine la crédibilité de tous les officiers présents à l'événement de Butler, qui sont censés être des experts en sécurité. Habituellement, ces agents, obsédés par la protection, prennent toutes les précautions pour éviter les tirs provenant de points élevés, comme le toit où Crooks s'était posté. Pourtant, cette fois-ci, ces mesures n'ont pas été appliquées, ce qui alimente les suspicions. Il est crucial de prendre ces questions au sérieux. Une tentative d'assassinat de cette envergure nécessite des réponses claires et complètes, sans quoi la méfiance envers l'État pourrait se propager, entraînant des réactions violentes ou des imitations. Cette préoccupation explique probablement pourquoi démocrates et républicains ont confronté Kimberly Cheatle avec tant d'hostilité. Si l'enquête conclut qu'il n'y avait pas de complot, alors la responsabilité incombe à la bureaucratie et à l'inefficacité des services secrets. Mais il se pourrait aussi que certains agents n'aient pas été motivés à protéger Trump, étant donné le radicalisme qui règne dans la politique états-unienne. Le fait est qu'il y a des inconsistances et le manque de motivation pourrait être l'une des causes sous-jacentes. Le contexte politique actuel, où la violence politique inquiète la grande majorité des citoyens, rend difficile de comprendre comment un service aussi expérimenté a pu échouer à ce point. Même si le profil de Crooks semble peu correspondre à celui d'un assassin, les failles auraient été les mêmes si quelqu'un d'autre avait tenté une attaque. Cette situation rend le scénario d'un complot moins probable, mais les erreurs sont si flagrantes qu'elles laissent toujours planer un doute. Face à ces lacunes, il est nécessaire de demander 3 choses. Une enquête exhaustive, une réforme profonde des services secrets et que les responsables soient jugés, quel que soit leur rang. Une attaque contre un dirigeant politique menace la démocratie elle-même. Et les services de sécurité doivent garantir la protection de ces dirigeants sans susciter de doute. Dans cette affaire, ils ont échoué, compromettant ainsi la stabilité du système politique. Chez Diplo, on va suivre attentivement l'évolution de cette enquête. Maintenant, c'est à toi que je pose la question. Qui penses-tu est responsable de l'attaque contre Trump? Pourquoi les services secrets ont-ils réagi de cette manière? Cette affaire pourrait-elle inspirer d'autres attaques à venir? Partage-nous ton avis dans les commentaires. On espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, pense bien à t'abonner, à liker et à partager. Si tu veux taper la discute, tu peux écrire un commentaire ou nous envoyer un DM sur Insta. Si tu veux participer à l'aventure Diplometrix, je te laisse un lien vers notre plateforme de financement participatif et on te dit à très vite au nom de l'équipe.